Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette visio sur le thème de la DP6, la délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité. On va en savoir plus sur ses missions, sa vision du continuum de la sécurité et le rôle des directeurs sécurité. Sûreté. Pour cela, notre invité est l'ancien préfet des Bouches-du-Rhône, qui est aujourd'hui préfet, délégué ministériel et aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité, Olivier de Mazières. Je vous prends à vif, mais... Oui, c'est comme ça que c'est bon. Ah, c'est comme ça que Alors, il est temps justement de parler de la DP6 avec vous. Avant de développer les missions, est-ce que vous pourriez nous expliquer quand est-ce qu'elle a été créée, à partir de quelle fusion? Alors, la DP6 a été créée officiellement, c'est assez facile de s'en souvenir, le 11 septembre de l'année dernière. Mais en réalité, elle est en préfiguration depuis le mois de février. Moi, je suis nommé depuis le mois de février sur deux entités que j'ai fusionnées. Une qui s'appelait la délégation aux coopérations de sécurité, qui travaillait sur ce qu'on appelle dans notre jargon le continuum des forces, c'est-à-dire le lien entre police, gendarmerie et policiers municipaux et sociétés de sécurité privées. Et puis une autre structure qu'on appelait la délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, qui elle travaillait plus sur le sujet des relations avec les industriels, donc du continuum des moyens finalement, les moyens que l'on pouvait mettre notamment du côté technologique au service de la sécurité. D'accord. Donc on a fusionné ces deux entités, on y a ajouté une troisième entité qui s'appelle la mission de normalisation, qui travaille au sein du ministère de l'Intérieur sur tous les travaux ISO et CE et AFNOR de normalisation en matière de sécurité. Donc on a voulu vraiment avoir une vision transversale des choses dans un ministère qui est traditionnellement très en tuyau d'orgue, une vision transversale des choses pour vraiment appréhender le continuum sous tous ses aspects. Parfait. Est-ce qu'on peut parler aussi du contexte favorable suite au rapport Fauvergue-Thourot, qui date maintenant de 2018 quand même, et avec la réalité des enjeux? Alors le rapport Fauvergue-Thourot date de 2018 en effet, mais il reste d'actualité puisque, comme vous le savez, il alimente la proposition de loi relative à la sécurité globale, dont un des deux piliers concerne la sécurité privée et qui va repasser en examen au Sénat d'ici quelques jours, début mars, qui va passer pour la première fois au Sénat. Et cette loi, elle est déterminée évidemment parce que disait le rapport, il y avait 4 points intéressants dans ce rapport Fauvergue-Thourot sur nos sujets. Le premier, c'était que ça présentait la sécurité intérieure véritablement comme un écosystème, c'est-à-dire qu'on mettait bien en lumière la nécessité d'une coopération, d'une collaboration entre plusieurs acteurs. C'est pas révolutionnaire. Avant, on parlait de coproduction de sécurité, mais ça l'a vraiment, je dirais, solennisé, en disant en clair, la gendarmerie et la police nationale ne peuvent pas répondre à tous les impératifs de sécurité. Donc, le sujet écosystème. Le deuxième apport du rapport, c'était de dire c'est un écosystème qui doit évoluer, qui doit se renforcer, qui doit être de plus en plus intégré, parce que les menaces évoluent et que les besoins de nos concitoyens sont de plus en plus exigeants. Et que donc si on veut y répondre, il faut que l'ensemble des acteurs de la sécurité, les acteurs du continuum, coopèrent mieux ensemble. Le troisième point, c'était précisément la recherche de complémentarité entre ces acteurs. Ça paraît quelque chose de banal quand on parle de complémentarité, mais en réalité c'est absolument fondamental, parce que derrière, c'est toute la stratégie du continuum dont on parle. Comment et sur quels critères on veut partager les compétences entre l'État, les polices municipales, la sécurité privée et les autres. Et là, il y a plusieurs approches, mais l'approche la plus rationnelle, c'est évidemment en fonction des valeurs ajoutées, des compétences distinctives de chacun. Il ne s'agit pas que l'État se débarrasse, par exemple, de missions trop chronophages ou trop coûteuses ou des choses de ce type-là. Ce n'est pas des critères entendables. Il faut véritablement penser le continuum et le partage des compétences. Ça suppose d'ailleurs que les acteurs aient tous un niveau de professionnalisme sinon identique, au moins convergent. Et c'est tout le sujet de la PPL sur la sécurité privée notamment. Et puis le dernier point, c'était la volonté de faire monter les préfets dans le pilotage local du continuum, c'est-à-dire vraiment ancrer le continuum de sécurité dans les territoires, dans les départements. Alors, en préparant cette émission, vous avez dit que vous distinguiez 3 formes de continuum. Oui. Que le continuum, pour vous, était déjà une réalité de terrain.
Néanmoins, si je peux me permettre, pour recevoir beaucoup de directeurs sécurité, nombreux d'entre eux, qui pour certains sont d'anciens membres de la sécurité publique, passés dans le privé, pensent que le continuum n'existe pas actuellement. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par continuum. D'abord, le continuum, c'est un travail in progress. C'est comme l'amour, c'est comme le sommeil, c'est comme le goût de la vanille. C'est en l'expérimentant qu'on s'aperçoit que ça existe, quoi. Donc, évidemment, quand on voit d'où on vient en termes de continuité de coproduction de sécurité, on ne peut pas nier que depuis 2012-2015, il y a eu des progrès absolument considérables qui ont été faits. Et la proposition de loi sur la sécurité globale dont on parlait tout à l'heure va être une étape supplémentaire, une étape extrêmement importante. Maintenant, il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire. Moi, ce que je constate, c'est que, vous disiez, il y a 3 formes de continuum. Il y en a 2 sur lesquelles on est plutôt bien engagé. Le continuum des forces, dont je parlais tout à l'heure, le continuum des moyens qui est plus récent et sur lequel on travaille. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une base industrielle et technique de la sécurité, comme il y a une base industrielle et technique de la défense, par exemple, dans le cadre des relations avec le ministère des Armées. Et puis il y a le sujet du continuum territorial. C'est-à-dire que ce qu'on constate depuis quelques années, et ces derniers mois c'est encore plus manifeste, c'est le risque de fracture en matière de sécurité sur notre territoire. Alors, il y a évidemment la fracture entre les territoires urbains et les campagnes, et les territoires ruraux, mais c'est pas vraiment à ça que je pense. Je pense, moi, au territoire cyber, en réalité. Oui. Ce nouveau territoire qui est le territoire de toutes les menaces, de toutes les opportunités, et sur lequel il faut qu'on soit extrêmement présent. Or, aujourd'hui, il y a un risque de fracture sur ce territoire cyber entre des acteurs qui sont en mesure de se défendre tout seuls, ou en tout cas qui peuvent mobiliser des moyens et des compétences à la hauteur des menaces, et puis d'autres acteurs qui sont beaucoup plus dépourvus, démunis. Des collectivités territoriales de taille moyenne, des centres hospitaliers de petite taille, des établissements publics, des entreprises de taille intermédiaire. Et on l'a bien vu avec la Covid. La Covid a généré des attaques cyber dans tous les sens, notamment sur les centres hospitaliers. Et on a eu beaucoup de centres hospitaliers qui ont été mis en croix, ou en tout cas en très grave difficulté, parce que tout simplement, ils n'avaient pas les moyens de se défendre tout seuls. Et donc le rôle de l'État, là-dedans, c'est précisément d'assurer une équité de la protection sur le territoire. Et les gros acteurs pourront se défendre seuls. Pour les autres, il faut trouver des moyens de mutualiser les ressources de manière à ce qu'on les protège. Et ça, pour le coup, c'est un continuum qui est totalement à construire. Mais alors, ok, à construire, mais en termes de timing, on a quand même 2 grosses deadlines qui sont des événements sportifs. J'en parlais en introduction tout à l'heure à nos membres. C'est la Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2024. Donc, c'est demain. Oui, c'est demain. J'ai envie de dire c'est aujourd'hui en réalité. Oui. Si c'est pas repoussé. Oui, mais même de toute manière c'est aujourd'hui. Parce que si c'est pas les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby, c'est de toute manière le mode de fonctionnement et de gestion du pays aujourd'hui qui rend nécessaire ce continuum de sécurité plus intégré. On est aujourd'hui, et depuis plusieurs années, dans une sorte d'état de crise permanent. On a eu les manifestations contre la réforme des retraites. On a eu la très longue séquence des Gilets jaunes. On a aujourd'hui, on est en plein cœur de la crise sanitaire. On a la crise terroriste qui est venue se greffer autour de ça. Donc en réalité, on est aujourd'hui confronté à des réalités de terrain qui rendent nécessaire, et puis il y a des attentes de nos concitoyens, qui rendent nécessaire une mobilisation en termes de sécurité et des résultats en termes de sécurité qui soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus clairs, beaucoup plus efficaces, c'est le mot, plus performant que jusqu'à présent. Donc déjà, la réalité de notre pays rend nécessaire le continuum de sécurité. Et effectivement, là-dessus va venir se greffer des accélérateurs de particules. Les accélérateurs de particules, comme vous l'avez dit, ça va être la Coupe du Monde de rugby, qu'on peut voir comme une sorte de rampe de lancement, et puis surtout les Jeux Olympiques de 2024. Et là-dessus, c'est à la fois une source de risque et de menaces très importantes. On sait que les Jeux Olympiques vont attirer absolument tous les nuisibles et tous les malfaisants de la Terre, y compris sur le terrain cyber, mais c'est aussi une opportunité formidable pour précisément monter en gamme, monter en puissance dans le continuum. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse sur les Jeux Olympiques et sur la Coupe du Monde de rugby, c'est que ça matérialise pour moi ce que doit être le continuum aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que
J'ai été frappé quand je suis arrivé. Comme vous l'avez compris, j'ai été nommé à la tête d'une structure qui travaillait plutôt sur l'aspect humain, ressources humaines, mobilisation des hommes, et une structure qui était plutôt sur le volet technologique. En réalité, cette séparation, elle est complètement artificielle. Et aujourd'hui, on ne peut pas séparer les deux. On doit véritablement imaginer une bulle de sécurité pour les Jeux Olympiques qui combine à la fois les aspects ressources humaines. Donc effectivement, on dit qu'on va avoir besoin de 30 000 agents de sécurité pour venir sécuriser ce dispositif, en plus des autres forces. Mais il faut aussi qu'on en profite pour mobiliser, rendre opérationnelles des solutions technologiques qui vont faciliter le travail des hommes. Bien sûr. L'idée, c'est pas de faire à la place des hommes, c'est de rendre les hommes plus efficaces, en leur permettant de détecter des choses que le cerveau humain ne peut pas détecter. Et là, on a aussi un très grand chantier, le chantier des innovations technologiques. On pourra en parler, j'imagine que vous aurez des questions là-dessus. C'est un sujet qui mobilise beaucoup de craintes politiques, beaucoup de débats sociologiques, si je puis m'exprimer ainsi, pour ne pas dire philosophiques. Mais incontestablement, il faut qu'on avance. On a des champions industriels dans le domaine des technologies de sécurité en France, qui sont des leaders mondiaux, des boîtes comme Thales, Idemia, Atos, qui est un acteur de la sécurité des Jeux Olympiques depuis très longtemps. On a surtout un réseau de PME et un niveau d'ingénieurs absolument exceptionnel. Donc on a des compétences. Il faut absolument que la France et l'État se mobilisent pour faire monter en gamme cet écosystème, ce tissu. Aujourd'hui, il n'est pas normal que ces champions industriels concluent plus de contrats avec des administrations publiques à l'étranger qu'avec des administrations publiques françaises. On parlera certainement de réglementation, justement, s'il y a des questions tout à l'heure. Là-dessus, sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut constater actuellement a priori, au niveau local, vous me disiez que c'était plus impactant qu'au niveau national ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les faits sont têtus et parfois, les faits sur le terrain sont un peu en avance par rapport aux réflexions nationales. Moi, il y a deux réalités de terrain qui me rendent confiant pour l'avenir. La première, c'est la mise en œuvre de la Convention nationale de partage d'informations entre la sécurité privée et les forces de l'État qui avait été signée en 2019 par Laurent Nunez, par le GES et par le CDSE, et qui prévoyait notamment l'implantation sur le territoire de référents sécurité privée qui devaient être les correspondants naturels des préfets et qui devaient permettre aux préfets d'associer le tissu sécurité privée aux dispositifs locaux de sécurité qui étaient mis en œuvre. Aujourd'hui, ça fonctionne. On a des référents qui ont été nommés dans 80 départements et en complément de cette convention nationale, il y a 34 départements dans lesquels on a conclu des conventions départementales. Je ne sais pas si vous l'avez dit avant que j'arrive, mais avant de faire ce métier, j'étais préfet de police des Bouches-du-Rhône. Effectivement, je l'ai signalé. Et je vous en remercie. Et j'ai décliné précisément cette convention nationale sous la forme d'une convention départementale où on a vraiment organisé les modalités d'échange d'informations entre police, gendarmerie et sécurité privée, dans le sens État-privé, donc diffuser aux acteurs de la sécurité privée des alertes, des mises en garde sur de la délinquance sérielle, sur des quartiers ou des communes sur lesquels il y avait des problèmes particuliers ou des individus qui étaient potentiellement dangereux et qui pouvaient être repérés sur le terrain par les agents de sécurité privée. Mais on l'a organisé aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens remontant, en demandant aux sociétés de sécurité privée, présentes sur le terrain à travers leurs agents, de faire remonter à la police ou à la gendarmerie des comportements suspects, des individus qui méritaient d'être regardés de plus près. Typiquement, on l'a fait sur le terrain de la détection des signaux faibles de radicalisation. C'est quelque chose qu'on a mis en place à Marseille après l'attentat de la gare Saint-Charles, notamment. Et on a été évidemment très attentif à ça. Aujourd'hui, pour vous donner juste quelques chiffres, les conventions départementales passées entre l'État et la sécurité privée organisent la coopération, le continuum de sécurité autour des grands événements départementaux, dans 85% des cas, autour de la sécurisation des zones sensibles. En clair, il y a une coopération entre
police, gendarmerie et agents de sécurité privée pour sécuriser les espaces commerciaux, pour lutter contre la menace terroriste ou pour être en surveillance périmétrique en cas de trouble à l'ordre public. Et dans 53% des cas, dans plus de la moitié des cas, ces conventions traitent aussi de la sensibilisation aux signaux de radicalisation, aux signaux faibles. Donc vous voyez, le continuum sur le terrain, il commence à prendre forme. C'est encore un peu disparate. C'est plus intégré dans les Bouches-du-Rhône que dans d'autres départements. Mais c'est en train de monter en puissance parce qu'aujourd'hui, on ne se pose plus de questions philosophiques. C'est déjà ça. C'est-à-dire, on n'est plus à se dire est-ce qu'il faut vraiment partager le régalien pur qu'est la sécurité avec des acteurs privés. On n'en est plus là. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut le faire. On n'a pas le choix. Et puis il y a un autre exemple, mais je serai beaucoup plus rapide, c'est dans le cadre de la sécurité du quotidien. Il y a des instances de sécurisation des quartiers ou des communes qu'on appelle les GPO, peu importe, c'est notre jargon ça, les groupes de partenariat opérationnel, dans lesquels les services de police et de gendarmerie collaborent très étroitement avec un certain nombre d'acteurs privés, mais qui ont un rôle à jouer en matière de sécurité. Je pense aux bailleurs sociaux, je pense aux transporteurs, bus, RATP, tramway, métro, train. La SNCF est un acteur aussi fondamental dans cette affaire. Et donc là aussi, on le voit, le continuum est en train de prendre racine sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant parce que vous aurez du mal à trouver un préfet plus jacobin que moi, mais en même temps, je trouve rassurant qu'il y ait là une démarche un peu girondine, si je puis dire, et que c'est à partir de l'expérience de terrain que les choses se mettent en place un peu plus vite qu'au niveau national. Et donc, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le niveau national rattrape le niveau local. Est-ce qu'on peut faire un focus sur la crise sanitaire, savoir comment elle a été abordée au début, puis après avec un peu plus de recul et d'informations, comment ça a été géré? C'est un très bon exemple parce que précisément, ça illustre tout ce qu'on vient de dire. Au début, quand on a mis en place le premier confinement, on a très vite vu l'intérêt et la nécessité du continuum. C'est-à-dire qu'on s'est très vite aperçu que pour contrôler le respect du confinement, et puis ensuite pour contrôler les attestations de déplacement, contrôler le respect du couvre-feu par la suite, la police et la gendarmerie ne pouvaient pas suffire. Et donc il fallait s'appuyer notamment sur les polices municipales. On a très vite vu aussi qu'à cette occasion, la sécurité privée était mobilisée. Vous vous souvenez les surveillances qu'il a fallu organiser autour des pharmacies, puisqu'il y avait une ruée vers les pharmacies. Il y a eu une ruée vers les grandes surfaces au début, l'angoisse du papier toilette et de la farine et du sucre. Et là, heureusement qu'on avait des acteurs de la sécurité privée qui étaient là pour canaliser un peu les angoisses et calmer tout le monde. Donc on a bien vu qu'on avait besoin de tout le monde pour gérer ça. On l'a vu aussi pendant la crise des Gilets jaunes. Et on l'a vu aussi pendant la crise des Gilets jaunes. Et d'une manière générale, on le voit partout. Depuis qu'on est par exemple avec le risque terreau, depuis qu'on est en Vigipirate écarlate, donc au niveau maximum, vous avez des systèmes de fouilles quand vous allez à la FNAC, quand vous allez dans des grands magasins. Ce sont des agents de sécurité qui font ça. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, parce que c'est une contrainte pour tout le monde, mais heureusement qu'ils sont là aussi pour mettre en œuvre sur le terrain ces mesures de sécurité. Donc ça a été, je dirais, une évidence au moment du début de la crise de la Covid. On a vu aussi très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça illustre ce que je disais tout à l'heure, qu'il y avait des sujets de combinaison entre ressources humaines et technologies qui se posaient. Typiquement, il a fallu relever des infractions, relever et verbaliser des personnes qui ne respectaient pas le confinement. Et pour ça, on avait besoin de tablettes, on avait besoin de moyens portables, de procès-verbaux électroniques. Donc il y avait tout un sujet technologique qui s'est greffé, sans parler des attaques cyber dont je parlais tout à l'heure, notamment contre les centres hospitaliers. Mais en même temps, on a vu aussi les limites du continuum, très vite. D'abord, on a bien vu qu'on a tâtonné au début sur le partage des rôles, sur le qui fait quoi. Dans les premiers jours, je me souviens, les polices municipales n'étaient pas associées. Et c'est les élus, les policiers municipaux, les organisations de police municipale qui ont demandé à être associés au contrôle.
De même, les acteurs de la sécurité privée ne savaient pas trop comment se positionner. Est-ce qu'ils avaient le droit de prendre les températures à l'entrée des sites, comment les sociétés de sécurité privée elles-mêmes pouvaient attester du travail de leurs agents. Est-ce qu'il fallait faire des attestations tous les jours, avec des contraintes absolument terribles de ce point de vue-là. Et puis moi, j'ai eu des remontées à ce moment-là, notamment de la sphère sécurité privée, me disant on n'est pas reconnu. On est mobilisé, on est sur le terrain, mais on n'a aucun signe de reconnaissance des pouvoirs publics là-dedans. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, c'est-à-dire que pour moi, le secteur s'attachait à des solutions et à des mesures extrêmement concrètes, ce qui est vrai, pour être mieux intégré au continuum, mais ce secteur est aussi extrêmement sensible aux symboles, il est extrêmement sensible au discours. Le président de la République, puis le ministre de l'Intérieur, ensuite, dans des prises de parole publiques, ont souligné le rôle de la sécurité privée. Mais il y a un besoin de reconnaissance symbolique du secteur aussi, qui est très important et que j'avais pas forcément mesuré. Voilà moi les points que je ressors de la crise sanitaire en cours. Juste avant qu'on parle du rôle des membres qui nous regardent et qui sont une majorité de directeurs de sécurité en entreprise, je voulais avoir justement par rapport à cette reconnaissance, est-ce que vous pensez qu'il va falloir une montée en gamme en termes de formation au niveau de la sécurité privée et si oui, comment ? Fondamentalement, c'est tout l'objet d'ailleurs de la proposition de loi dont on parlait tout à l'heure. Alors on va sans doute en discuter. Il y en a certains qui considèrent qu'elle va trop loin, d'autres qui considèrent qu'elle ne va pas assez loin, etc. Incontestablement, elle marque un effort de professionnalisation et de montée en gamme du secteur de la sécurité privée au sens large, pas seulement la surveillance humaine, mais toutes les autres composantes de la sécurité privée, parce qu'on est sur une branche, sur une profession qui est d'une extrême diversité. Oui. Et donc je pense que ça va dans le bon sens. On a un sujet de rémunération des prestations. Très bas, ouais. On a un secteur qui, pour les plus grosses entreprises, ces dernières années, a connu une croissance du chiffre d'affaires relativement significative. Mais on a une sorte de dumping sur les prix par certains acteurs qui monnaient à bas prix, si je puis dire, des prestations qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on serait en droit d'attendre. Et là, il y a une vraie responsabilité des donneurs d'ordre. Et il y a d'ailleurs une responsabilité des donneurs d'ordre, y compris publics. Donc l'État et les collectivités territoriales, par exemple, doivent prendre leur part là-dessus. Quand on sait qu'il y a entre 26 et 30% des donneurs d'ordre qui appartiennent à la sphère publique, on a évidemment une responsabilité là-dessus. Je crois que les mesures qui sont prévues par la loi sécurité globale, notamment sur la limitation du niveau de sous-traitance, sur la responsabilité et le contrôle qui est réclamé de la part des donneurs d'ordre sur les modalités de la sous-traitance, sont des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Il y a un autre sujet clé dans cette affaire, vous l'avez dit, c'est celui de la formation et du contrôle. Aujourd'hui, on a un CNAPS qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais ces moyens devraient nécessairement être plus importants pour lui permettre de mieux remplir sa tâche de contrôle et précisément de non pas nettoyer, parce que je ne veux pas le dire comme ça ne serait pas respectueux, mais en tout cas séparer le bon grain de l'ivraie, pour employer une métaphore biblique, dans le secteur. Et puis, comme vous le savez, la loi prévoit une ordonnance une loi d'habilitation, un article d'habilitation dans la loi, pour que le gouvernement puisse, dans un délai de 24 mois, réformer la formation au sein de la sécurité privée, avec cette idée maîtresse qui est de dire qu'il faut séparer les organismes de formation et ceux qui vont certifier la formation, si je puis dire, sur le modèle un peu du permis de conduire. Parce qu'aujourd'hui, on a des situations où c'est le formateur qui délivre, qui décide de la réussite ou pas aux tests et aux examens. Et évidemment, quand c'est des acteurs honnêtes, ça se passe très bien. Mais il y en a certains pour lesquels on sait que c'est, entre guillemets, un peu trop facile. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour fiabiliser. Mais finalement, ce qu'on veut faire avec la sécurité privée, c'est prendre le même chemin que celui qu'on a pris il y a quelques années avec la police municipale. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la police municipale est clairement professionnalisée. Ses compétences ne sont plus remises en cause. Ses équipements sont parfois supérieurs à ceux de la police ou de la gendarmerie nationale.
Et donc on peut passer maintenant à une nouvelle phase qui est de leur confier des compétences nouvelles, supérieures. Et vous avez vu que dans la proposition de loi, on confie aux polices municipales des compétences, y compris judiciaires. On n'en est pas encore là pour la sécurité privée, mais on prend le même chemin. Et donc l'idée, c'est qu'on arrive au même résultat d'ici quelques années. Tout à fait. C'était un peu le thème de ce qu'avait déclaré récemment le maire de Nice, d'ailleurs, à propos de la police municipale. Alors on va parler, parce que le temps avance, du rôle des directeurs de sécurité en entreprise, qui sont, vous le dites, vraiment au cœur du continuum de sécurité, les entreprises. Les directeurs de sécurité, c'est le cœur du réacteur, pour deux raisons. D'abord parce que ce sont les donneurs d'ordre, dont on a parlé à l'instant. Donc c'est ceux qui font vivre les sociétés de sécurité privées. Et ce sont eux aussi qui sont en mesure d'exiger des prestations et d'obtenir la rémunération de prestations de qualité. Donc évidemment, ils ont un rôle majeur de ce point de vue-là pour l'animation et la montée en gamme de la branche. Mais aussi, ils sont des acteurs de la sécurité eux-mêmes au sein de leurs entreprises. Pour assurer, je dirais, d'abord veiller à l'intégrité des salariés de leurs entreprises, veiller à la protection des systèmes d'information, à la protection du capital intellectuel, et puis aussi participer à la continuité des activités. Moi, j'ai été très frappé, alors c'est parce que c'est un sujet que je découvre depuis un an, mais j'ai été très frappé par encore une fois, la vulnérabilité de nos entreprises au risque cyber, notamment. Il y a un chiffre qui remonte à 2019 qui dit que 66% des PME dans le monde ont été victimes de cyberattaques en 2019. Et il y a un autre chiffre qui est beaucoup plus inquiétant, qui dit qu'une PME sur deux qui a subi une attaque majeure en termes de cyber disparaît dans l'année qui suit. Ah oui, quand même. Donc on voit qu'on est sur quelque chose qui est mortifère pour notre économie et mortifère pour notre vivre ensemble. À ce propos, je voudrais juste rajouter par rapport à vos chiffres. Moi, j'ai trouvé, selon l'Observatoire de la protection des entreprises en France, les grands enseignements du barème 2020 par rapport justement au risque cyber, qui déclare que les entreprises se sentent aujourd'hui exposées à de nombreux risques. Dans le contexte actuel, les risques sanitaires, socio-économiques et informatiques sont ceux qui préoccupent le plus les entreprises. Les entreprises se sentent plutôt bien protégées contre les risques de façon générale, mais des marges de progrès demeurent. Et enfin, elles expriment le besoin d'être éclairées, accompagnées et rassurées par de véritables partenaires en termes de cyber. Alors, complètement, moi je rejoins complètement ce constat-là. Donc déjà, il y a le sujet que j'évoquais tout à l'heure du risque de fracture cyber. Oui. Donc il y a la nécessité de concentrer les moyens sur les acteurs de petite taille ou les plus vulnérables qui n'ont pas forcément les moyens de se prémunir tout seuls. Et puis il y a tout un travail de sensibilisation qui doit être fait aussi par les services de l'État. L'ANSSI joue un rôle important dans ce domaine, mais le ministère de l'Intérieur aussi doit être mobilisé. Moi, je suis frappé par le fait que aujourd'hui, les deux points de faiblesse des entreprises face aux cybermenaces, c'est d'une part les mails piégés, et c'est d'autre part les mises à jour d'applications ou de systèmes via le navigateur. Donc c'est des choses qui finalement sont relativement simples en réalité. Avant de venir, je lisais un rapport de Verizon qui disait que 94% des malwares distribués en 2019 l'ont été par mail. On estime que lorsqu'un malware arrive sur une boîte mail d'un agent, dans plus de 30% des cas, plus de 30% des agents vont avoir tendance à cliquer. Ah oui, donc la sensibilisation, elle est encore... Alors que quand ils ont été sensibilisés au risque, le clic tombe à 6 à 10%. D'accord. Donc rien que ça, déjà... alors c'est des sensibilisations qu'il faut refaire régulièrement, évidemment, parce qu'il y a un turnover, parce qu'on oublie, parce qu'on est en confiance. Et il faut faire ça au moins une fois par an, sinon 2 fois par an. Ouais. Mais des choses aussi simples que ça permettent déjà d'imiter les risques. Ouais. Sur les mises à jour via le navigateur, je rappelle que Saint-Gobain en 2017 a été victime d'une attaque par un virus qu'on appelle NotPetya, à travers la mise à jour d'un logiciel comptable dans une de ses filiales en Ukraine. En général, ça passe par la supply chain, évidemment. On cherche le point d'entrée le plus faible. Et puis, une fois qu'on est rentré dans le dispositif,
on contamine absolument tout. Saint-Gobain estime que cela lui a coûté 200 millions d'euros en termes de perte de production et de remédiation. Donc il y a déjà un sujet, je dirais, de prévention et de formation. Il y a un sujet ensuite d'anticipation, ce que font les grosses entreprises ou les entreprises qui sont vraiment impliquées sur ces sujets, déterminer les activités critiques, déterminer les données critiques, les systèmes critiques et prévoir des modes dégradés. Plan de continuation d'activité, plan de reprise d'activité, ce qui n'est pas du tout la même chose, sauvegarde systématique des données. Voilà, il y a des mesures, je dirais, d'hygiène cyber qui sont finalement assez basiques, que l'État doit s'appliquer à lui-même. D'ailleurs, je ne suis pas là en train de donner des leçons et dire qu'on ne doit pas balayer devant notre porte, mais il y a des mesures d'hygiène assez simples qui permettent déjà de limiter considérablement les risques. Sans oublier le principe d'un exercice de temps en temps pour voir si tout ça fonctionne en conditions réelles. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur le plateau d'Agora. Merci à tous les membres de vous être connectés. Vous étiez très, très, très nombreux. Vous avez eu beaucoup de succès, monsieur le préfet. Si. Vous reviendrez pour le deuxième tome. Mais avec grand plaisir, la saison 2. On vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve, vous n'avez pas oublié de noter, c'est en mars, 3 mars à 18h, avec le chef de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste, l'UCLAT, Amine Boutagan. Voilà, très belle soirée à tous. Ne zappez pas, vous restez. Il y a plein d'émissions à regarder, c'est sur Agnews Sécurité. À très vite. Ciao, ciao.